bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre rendez-vous sur Tech Co pour décrypter l'actualité des plateformes de streaming et des séries. Et cette semaine, on va s'intéresser à l'arrivée d'un nouvel acteur, c'est la plateforme Max qui va arriver en France l'année prochaine, 2024. On va se demander, est-ce que ça peut pas être un game changer pour cet écosystème des plateformes de streaming ? Et puis, on va évidemment vous donner quelques recos séries, qu'est-ce qu'on regarde en ce moment sur les plateformes, donc restez jusqu'au bout. Pour parler de tout ça, mes deux invités aujourd'hui, il y a d'abord Florian Kess. Bonjour Florian. Salut Clément. Florian, tu es journaliste chez Tétu, c'est ça ? C'est ça. Eh bien, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et en face de toi, il y a Charles Martin. Bonjour Charles. Bonjour Clément. Comment ça va Charles ? Très bien, super, merci. Ravi que tu sois là. Toi, tu es journaliste chez Première. C'est ça. Spécialiste des séries, évidemment. Exactement. Ciné chez Première, mais on parle aussi Un peu de séries des également. séries. Eh bien super, je vous propose qu'on attaque directement le débat de la semaine sur Max. Et on va donc se projeter sur l'année prochaine. On va prendre un petit peu d'avance, mais ça vient d'être annoncé. Une nouvelle plateforme arrive en France en 2024. C'est la plateforme Max. Alors Max, on la connaissait avant, pour ceux qui suivent un peu les séries, sous le nom de HBO Max. Sauf que c'est plus vraiment ça. C'est une fusion, en fait, Max, de HBO Max et Discovery+, qui est un autre service de streaming disponible aux États-Unis, du réseau des chaînes Discovery. Max va donc arriver l'année prochaine. Jusqu'ici, c'était disponible uniquement aux États-Unis. Ça va donc être en Europe en 2024, en deux temps. D'abord dans les pays de l'Est, principalement, plutôt au printemps, a priori, de ce qui se murmure. Et puis en France, peut-être l'été, peut-être l'automne. On aura le temps d'y revenir. Je vais vous demander déjà tous les deux, Florian, Charles, Max, sur le papier, est-ce que c'est une plateforme qui vous hype ? A priori, oui. En tout cas, je trouve que le catalogue aux États-Unis, il est assez solide. Peut-être pas le plus touffu, c'est-à-dire en comparaison à Netflix, par exemple, qui a toujours pour l'instant le catalogue le plus étendu, avec Prime Video aussi. Mais je trouvais qu'au début, l'offre originale, parce que forcément, comme Netflix, Amazon, ils produisent aussi leurs contenus originaux, il y avait des contenus assez intéressants. Entre-temps, certains ont été annulés, des projets ont été tués dans l'œuf justement depuis la fusion. Donc là, je suis un peu plus sceptique, je suis un peu en rétropédalage. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, donc un peu sceptique, un peu excité par moment, donc on va voir, je pense. Un peu entre deux, Charles, ça... Ouais, non mais c'est forcément hyper excitant parce que l'arrivée de Max en France, c'est l'arrivée de HBO en France. Donc c'est une espèce d'arlésienne qui a traîné pendant des années sur est-ce qu'un jour on aura le droit à HBO, la meilleure chaîne premium américaine en France, ce qui n'est jamais arrivé parce qu'il y a des histoires de droits, etc. Il faut savoir qu'HBO existe quand même dans pas mal de pays européens depuis longtemps, dans les pays scandinaves, etc. Et donc nous, on n'avait jamais eu le droit à HBO. Donc l'arrivée d'HBO en France et de toutes les séries originales HBO qui vont avec le catalogue, etc., qu'on avait nous en grande partie sur OCS jusqu'au 1er janvier dernier et qui aujourd'hui sont un peu dispatchés, mais forcément, c'est un événement. Alors justement, la principale raison de s'exciter un petit peu pour cette plateforme Max, on l'a dit, c'est le catalogue. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder potentiellement sur Max ? C'est quoi le catalogue de Max aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis ? Le catalogue, pour l'instant, c'est déjà pas mal de franchises qui sont déjà établies. Bon, il y a les droits, évidemment, sur Harry Potter, c'est ce qui revient le plus souvent, avec une série qui est déjà en chantier. Après, forcément, tu l'as mentionné, Charles, c'est le catalogue HBO, c'est vraiment la grosse plus-value, on va dire, de Max, avec Game of Thrones, The Last of Us, Succession, enfin, toutes les séries qu'on connaît et qui sont identifiées comme étant déjà de qualité. Donc ça, c'est vraiment l'offre, je pense, principale. Mais il y a aussi d'autres catalogues, peut-être un peu moins mainstream, on va dire, qui restent quand même populaires. Il y a le côté Adult Swim, avec, par exemple, Rick et Morty, dans l'animation pour adultes. Il y a Cartoon Network aussi avec tout l'univers Scooby-Doo qui quand même continue d'être quelque chose de lucratif. Donc c'est assez varié, ça peut toucher différents âges aussi. Et il y a aussi quand même le côté DC avec les fictions DC qu'on a pu connaître. Il y a des séries qui sont aussi en chantier à ce niveau-là, des séries originales. Et tous les Superman, Wonder Woman et aussi certaines séries animées. Donc on va dire que c'est assez large, ça peut toucher pas mal de gens. Donc il y a quand même pas mal de potentiel aussi à la base. Charles, il y a aussi, peut-être qu'il faut mentionner, quand on parle d'HBO, c'est aussi un catalogue assez ancien. Bien sûr. De séries complètement cultes, on pense The Wire, évidemment. Les Sopranos, évidemment, tout ça va arriver potentiellement. Évidemment, mais alors ça, le truc c'est que ça y était déjà en France, c'est-à-dire que les gens qui ont voulu se refaire l'intégrale de The Wire ou de Six Feet Under, etc., qui sont des séries emblématiques de HBO, ils ont déjà pu le faire à l'époque de OCS. Et il y avait quand même, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois 3 millions d'abonnés à OCS à un moment en France. Et là, il y a le Pass Warner sur Prime Video où on peut le refaire, etc. Mais bon, c'est vrai que d'avoir ça via le catalogue HBO, ça va quand même changer quelque chose, ça va apporter un petit truc en plus. Et puis, il faut quand même pas oublier que Warner Media, qui est derrière HBO Max, enfin Max maintenant, ils ont aussi tout un catalogue de films hyper important qui va venir densifier ce catalogue-là au niveau du cinéma, des choses qu'ont peut-être pas toutes les autres plateformes. Oui, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la plupart de ces contenus, ils sont dans ce Pass Warner qui est disponible sur Prime Video pour environ 10 €.
Mais ça fait partie de cet écosystème Prime, parfois un peu compliqué à comprendre. On s'abonne à Prime, mais il y a aussi des contenus en plus. Il y a le sport, il y Bien a sûr. le pass Warner, etc. Là, quand même, ça va simplifier les choses de se dire, ça va être une plateforme pure, toute seule, à laquelle on pourra s'abonner comme on s'abonne aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi le déterminant, de pas se dire, tiens, il faut que j'aille chercher mes Complètement. contenus dans un endroit où ils sont pas évidents à trouver, etc. Là, en 2 clics, pouf, si je veux recommencer The Wire, je recommence The Wire, quoi. Mais ça revient un peu à ce que je voulais dire au début de l'émission, c'est-à-dire quand on va s'abonner à Max, ce sera comme si en France on s'abonnait à HBO. Tu vois, ce sera un peu ça l'idée, c'est de se dire, ça y est, je suis abonné à HBO, bon ça s'appelle Max ou ça s'appelle peu importe, mais ça y est, j'ai accès à HBO et tout ce qui va avec. Ce sera le petit truc en plus, quoi. Oui, parce qu'au fond, le contenu Discovery Plus sont pas forcément, on va dire, le produit d'appel Non, on va dans dire c'est cette pas sur histoire. ça qu'ils vont miser, je pense en tout cas pour lancer la promotion en France, ça va pas être l'argument de vente premier. Mais il faut quand même préciser aussi qu'aux États-Unis, Discovery Plus continue d'exister. En fait, les deux plateformes Max et Discovery Plus existent conjointement. Et il y a un peu des morceaux de chacun des catalogues qui sont envoyés sur l'autre plateforme. En termes de stratégie, je ne sais pas si c'est forcément le plus intelligent, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont choisi pour pas faire disparaître, je pense, encore la marque Discovery et Discovery Plus. En France, pour l'instant, Discovery, il n'y a pas de discussion pour que ça arrive. Donc vraiment, tout sera concentré sur Max. C'est une décision, je pense, un peu plus intelligente. Après, comme on l'a dit, je pense que l'argument de vente premier, c'est HBO. Hein. Je pense que c'est ceux qui vont vouloir retrouver ça et vraiment adhérer à la marque HBO. Ah, puis tu l'as dit, il y a la série Harry Potter qui est en développement, et alors celle-là, elle va faire très très mal. Elle a quand un va énorme arriver. potentiel, celle-là, en termes de recrutement d'abonnés. De malade, bien sûr. c'est ça, Ça peut générer un nombre d'abonnements dément. Partout, je pense. Partout, il y aura Max. C'est là que je pense va y avoir un petit boom en termes d'abonnés, ça c'est clair. Oui, parce qu'on a cité depuis tout à l'heure beaucoup de séries qui finalement sont des séries terminées, cultes. Voilà, Succession qui vient de se terminer, certes, mais qui est déjà terminée. Game of Thrones, The Wire, etc. On a cité aussi The Last of Us qui est en cours, mais il n'y aura pas non plus 40 saisons. Faut pas oublier qu'HBO, c'est quand même une force de création. C'est-à-dire que chaque année, c'est en moyenne quand même 4-5 très très bonnes séries qui viennent jusqu'à nous. Bien sûr. On pense à The White Lotus, qui est The en White cours, Lotus qui est un peu récemment, aujourd'hui le banger, si je puis dire, de HBO aujourd'hui. C'est les Ça séries continue, qui quoi. buzzent en fait encore aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder sur Twitter, enfin celles qui génèrent le plus de réactions et sur une certaine durée, c'est celles qui fonctionnent parce qu'il y a encore aussi ce modèle-là de sortir de façon hebdomadaire en fait les séries. Donc ça continuera. HBO mise encore sur ce vieux modèle de créer l'événement mais sur qui chaque paye épisode. En termes de discussion, enfin en termes de ce que ça génère, je veux dire, et de générer aussi des fans après derrière et des communautés un peu actives. Ça paye encore comme stratégie comparé à Netflix, qui je trouve en fait ça s'essouffle assez vite. Il peut y avoir un buzz pendant 2 semaines et après on passe assez vite à autre chose, à leur sortie suivante. Ce qui est peut-être pas le plus smart. Et HBO finalement réussit à faire ça, là où Disney+, par exemple, continue de diffuser, alors il y a des fois 2 épisodes en même temps, mais c'est semaine par semaine, mais n'arrive pas forcément à retrouver ce que fait HBO aujourd'hui en termes de création d'événements, de fans qui vont discuter de théories, de choses comme ça. Bien sûr. Il y a aussi un savoir-faire chez HBO en matière de générique aussi, enfin, c'est que chaque série vient avec son petit buzz à elle. Et sur Max aussi, nous, avec vraiment les productions Max Originals, il y a un format de sortie qui est aussi un petit peu différent, c'est-à-dire que souvent ils vont sortir les 3 premiers épisodes d'une nouvelle série et après sortir au compte-gouttes, soit par bloc de 2 épisodes, soit par un épisode ensuite par semaine. Apple TV+ aujourd'hui. Exactement. Et ce qui, je trouve, n'est pas déconnant pour donner vraiment, parce que sur un seul épisode, c'est compliqué de juger, je pense, de la qualité de l'univers de la série et du potentiel, alors qu'avec 3 épisodes, on arrive un peu plus à se faire une idée de ce que ça peut donner. Donc, si ils adoptent ce format-là en France, ça, c'est un peu plus alléchant pour le coup. Il y a un point qui sera aussi déterminant, on a beaucoup parlé des contenus, c'est évidemment le prix. On sait que c'est compliqué, il y a beaucoup de plateformes, forcément. On a déjà du mal, on a vu que Netflix avait perdu des abonnés, là ils en regagnent à cause ou grâce, c'est selon la fin des partages de compte. de la fin des partages de compte. Disney+, c'est pas forcément dans une forme olympique non plus. On sait que tout ça est compliqué. Si je regarde un peu, je me suis noté les tarifs aux États-Unis, parce que non, on n'a pas les tarifs pour le marché français ni le marché européen. Aux États-Unis, il y a 3 abonnements possibles à Max aujourd'hui. Il y a l'abonnement avec pub, qui est l'abonnement basique, à $10 par mois, 2 écrans simultanés, résolution 1080p, pas de téléchargement, c'est la base de la base. Après, il y a un abonnement sans pub classique. Là, on est à $16 par mois, c'est déjà un peu cher. 2 écrans, 1080p aussi, et là on peut avoir 30 téléchargements. Et enfin, le Max Ultimate, là c'est l'abonnement ultime, $20 par mois, 4 écrans simultanés, résolution Ultra HD 4K et jusqu'à 100 téléchargements. Est-ce que c'est une fourchette de prix qui potentiellement va se répliquer, on va pas être très loin de ça en Europe, qui vous paraît intéressante, qui vous paraît être en mesure de changer un peu des choses sur le marché? Ils sont exactement sur la même gamme que Netflix. On est exactement sur le même tarif que Netflix. Disney+ reste moins cher, reste probablement le moins cher du marché en termes de quantité de contenu et de prix. Après, Warner, je ne sais pas avec quoi ils vont arriver en termes de contenu sur leur plateforme en France.
Là, aujourd'hui, on ne le sait pas, parce que tous les droits sont tellement diffus en France. On parle du Pass Warner, mais il y en a d'autres un peu ailleurs. On peut parler de Friends, par exemple. On n'a pas parlé de Friends, mais Friends, qui était sur Netflix aux États-Unis, a quitté Netflix pour rejoindre HBO Max. Qui se fait balader depuis des années de plateforme en plateforme. Mais maintenant, ils sont sur Max et a priori, ils resteront sur Max. Parce que les abonnés Netflix américains n'ont plus Friends. En France, on a encore Friends sur Netflix. Est-ce que quand Max arrivera, il y aura Friends? Ça, c'est des questions qui vont se poser au moment de payer les 15 € par mois qu'il faudra mettre pour être abonné à Max. Effectivement, il y a la question du Pass Warner qui semble finalement la plus simple, puisque le Pass Warner a toujours été pensé de façon un peu temporaire. Max savait qu'ils allaient arriver en Europe. Ils ont dit, bon, le temps qu'on arrive, créons ce petit truc avec Prime. En revanche, effectivement, tu l'as dit, il y a des séries un peu partout. Bien sûr. Notamment les anciennes aussi qu'il faut aller récupérer. Il y a des sessions de droit qui sont sur... Enfin, c'est pas un an une session de droit. Non, c'est des contrats de long terme, etc. Exactement. Les originales aussi, les fictions originales sont aussi dispatchées un petit peu sur certaines plateformes. Et on va dire quand même l'argument de vente d'une nouvelle plateforme qui arrive, c'est aussi de proposer du contenu inédit qui est exclusif à sa plateforme. Et si elle peut pas proposer ça, ou en tout cas pas ces fictions phares dont elle est la plus fière, c'est un peu compliqué. Oui, il va aussi falloir, c'est important ce que tu dis, peut-être d'arriver avec une offre de lancement au-delà du prix, etc. Il faut une plus-value au-delà si c'est juste pour nous dire tout ce que vous avez déjà vu ailleurs, que vous avez adoré, vous pouvez le revoir ici. Les gens vont pas payer 10, 16, 20 € par mois. Clairement, il va falloir arriver, peut-être ça peut être la série Harry Potter, le timing semble un peu court, il va falloir un peu de temps pour qu'elle se développe, cette série Harry Potter. Et le problème, c'est qu'il y a eu, tu l'as dit au début de l'émission, il y a eu le rachat de Warner Media par Discovery il y a 2 ans. Et ça a ralenti beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets qui ont été ou suspendus ou mis en stand-by, etc. Aujourd'hui, on sent que la création chez Max, elle est un peu ralentie par rapport aux concurrents, par rapport à Netflix, par rapport à Disney+. Ce à quoi il faut ajouter conjoncturellement la grève à Hollywood, bien sûr, forcément à retarder des projets. Donc potentiellement que le lancement d'HBO Max, enfin de Max, va être un petit peu léger en termes de contenu, mais comme l'avait été le lancement d'autres plateformes par le passé, quand Apple s'est lancé, on se souvient qu'il n'y avait pas grand-chose, on se demandait bien pourquoi s'abonner, et finalement aujourd'hui on se rend compte que... Mais Apple commençait tout juste, la Max existe depuis 2020 quand même, on va faire 4 ans. Il va falloir qu'ils accélèrent un peu le rythme de production originale pour se mettre à niveau des concurrents. Je pense que c'est la fusion aussi qui n'a pas été le plus bénéfique, en tout cas à un moment, qui a ralenti beaucoup de choses, beaucoup de projets, qui attiraient déjà pas mal de monde, donc, qui sur le papier en tout cas était alléchant. Il y a aussi des projets, je pense par exemple le film Batwoman, en tout cas qui était un petit peu attendu par les fans d'ici. Qui a été tué dans l'œuf alors que la production était quasiment terminée. Donc il y a pas mal de trucs qui sont passés à la trappe alors qu'il y avait du potentiel. Donc je ne sais pas comment ils peuvent arriver à vite passer au chapitre suivant et un peu relancer la machine après avoir été ralenti à ce moment-là. Et cette instabilité, elle est en plus amenée à continuer peut-être un peu parce qu'ils se murmurent que Universal serait intéressé pour acheter Warner Media à Discovery. Et donc il n'est pas impossible que tout ça soit encore chamboulé d'ici 2 ans. Et que ça évolue encore, donc ça crée une instabilité au sein du truc qui fait que la plateforme, pour l'instant, on ne sait pas trop quelle tête elle aura quand elle arrivera en Europe. Oui, parce que finalement, effectivement, HBO en tant que tel, certes, fait partie d'un écosystème Warner, etc., mais HBO en tant que tel est une petite chaîne quelque part, une petite chaîne du câble américain qui certes a des contenus très qualitatifs depuis des années, mais qui, comparée en stand-alone, j'ai envie de dire toute seule à Netflix, à Disney+, etc., n'a aucune chance. C'est un asset important pour Warner Media, mais c'est un asset. Mais si demain Warner s'en débarrasse, HBO redeviendra toute seule et on n'est pas sûr de ce qu'il y aura en termes de budget, en termes de fiction, etc. Il y a une espèce d'imprévisibilité sur l'avenir de Warner Media en France, en Europe, déjà aux États-Unis, mais encore plus pour son lancement en Europe, quoi. En guise de conclusion de ce débat, est-ce qu'on peut penser quand même que cette arrivée de Max peut bousculer la hiérarchie française des plateformes aujourd'hui? C'est que Netflix est ultra dominant, c'est que Disney+ a des énormes parts de marché, que Prime vit sa vie correctement. Est-ce que on sait que par exemple Apple n'a pas bouleversé l'écosystème. Apple a eu des parts de marché qui existent, qui sont notables, mais Apple n'a pas eu le rôle peut-être qu'on pensait qu'il aurait à ce moment-là. Est-ce que peut-être que le contenu limité a joué aussi là-dessus? Est-ce qu'HBO peut jouer à l'inverse avec beaucoup de contenu, casser un peu cette hiérarchie des 3 grands Non, moi je ne crois pas, parce que en fait ce qui risque de se passer, c'est qu'il va y avoir un déplacement des abonnés du Pass Warner vers l'offre Max. Après, il va falloir qu'ils recréent une stratégie pour attirer de nouveaux abonnés. Alors on l'a dit, Harry Potter, ils font une série française, là on en parlait, qui s'appelle La Mythomane du Bataclan, qui est avec leur Lamy, qui va bientôt se tourner. Il va falloir qu'ils créent du contenu pour attirer de nouveaux gens. Aujourd'hui, moi j'imagine que si Max arrivait demain, ils attiraient les fans de HBO qui sont déjà des anciens d'OCS, etc. Mais pour ce qui est de nouveaux abonnés, je ne sais pas bien quel catalogue ils auront pour attirer de nouveaux abonnés dans un marché qui est déjà extrêmement dense, où il y a une plateforme qui se lance tous les 6 mois, il y a Paramount Plus qui arrive il n'y a pas longtemps, etc. Et où chacun a déjà du mal à exister, à trouver une place. Comment tu le sens? Il y a quand même aussi une réalité économique aussi dans le pays qui fait qu'il y a quand même une crise financière. Il y a pas mal de gens pour qui maintenant être abonné à une plateforme de streaming n'est pas une priorité.
pas mal de foyers. Donc, c'est compliqué, je pense, d'arriver autant en retard comparé à d'autres plateformes qui ont déjà eu le temps de s'imposer. Pour certains, plus d'une dizaine d'années, en fait, pour vraiment établir et avoir un catalogue assez étendu. Donc, et on sait qu'il n'y a rien de plus dur que de changer des habitudes en plus. Et de se désabonner. Les gens aussi en panique de se désabonner des plateformes. Beaucoup sont encore abonnés à Netflix parce que c'est facile et parce qu'il y a aussi une sacrée rotation en fait, dans le catalogue. En fait, que ce soit pas forcément des productions originales, mais aussi avec des programmes qui sont piqués justement à d'autres plateformes. Il y a un sacré turnover. Max, voilà, comme je dis depuis le début, moi je pense que je suis assez sceptique en fait sur sa réussite, mais on va dire qu'il y a un peu plus de potentiel, par exemple en comparaison à Paramount Plus qui a été lancé, je crois il y a peut-être maintenant 9 mois en France, quasiment un an à peu près, et dont on n'entend pas parler. Donc voilà, ça dépendra aussi de la promotion que Max veut faire en France. Et puis c'est sûr qu'à 15 euros par mois, si les gens payaient 10 euros pour le pass Warner sur Prime Video et que l'on leur demande de payer 15 pour avoir quasiment des contenus, il va falloir justifier les 5 euros de différence. Et on va suivre tout ça, donc l'arrivée de Max en France l'année prochaine, été, automne, on va suivre ça, de toute façon ça va bouger. En attendant, on continue de regarder ce qu'il y a à notre disposition, donc on a nos plateformes françaises, américaines, peu importe, on va regarder tout ça, c'est le moment de passer aux séries de la semaine. Si jamais vous ne savez pas quoi regarder ce soir, on a ce qu'il vous faut. Florian et Charles sont venus chacun avec une bonne idée de série, une série qui leur a plu dernièrement. Je commence avec toi, Charles. Allez, une série en cours de diffusion sur Canal+. Exactement. Donc moi, je ne vais pas inventer la roue. Je vais vous parler d'Argent et de sang, qui est la série du moment à voir absolument. C'est sur Canal le lundi soir. Alors, c'est une série un peu austère quand même de prime abord parce que c'est un thriller financier qui parle de détournement, de taxes carbone, de quotas carbone, etc. Donc, quand on regarde ça, on se dit j'y comprends rien, qu'est-ce qu'il me raconte, pourquoi ça parle comme ça. Sauf que le créateur, c'est Xavier Giannoli. Et Xavier Giannoli, c'est quand même un génie, multi-césarisé pour Illusion perdue, l'adaptation de Balzac au cinéma il y a 2 ans. Et vraiment... il y a vraiment ceux qui savent écrire et il y a les autres, quoi. Xavier Giannoli, quand il écrit d'Argent et de sang, il sait exactement comment construire une intrigue, comment construire des personnages. Le récit est hyper structuré, on n'est jamais perdu. Il nous explique au fur et à mesure ce que c'est l'arnaque au quota carbone, juste ce qu'il faut pour pas qu'on soit paumé. Et à un moment, on finit par croire qu'on comprend. En fait, on comprend rien, mais on finit par croire qu'on comprend. C'est vraiment un thriller financier passionnant. C'est vraiment une bonne série que je recommande vivement. Ouais, alors ce que j'ai à dire, c'est qu'effectivement, tu l'as mentionné, tout ça est une histoire vraie. À la base, c'est une vraie histoire de fraude à la TVA sur les quotas de carbone. Ça a donné lieu à plusieurs livres, notamment, là, c'est adapté du livre de Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Est-ce qu'on ressent ce côté fait réel ? Est-ce que tu sens parfois que la fiction prend le pas ? La fiction prend bien sûr le pas. La fiction prend le pas. Alors, si on veut vraiment le réel, il y a un documentaire Netflix qui s'appelle Les Rois de l'arnaque, par Guillaume Niclou, qui raconte sensiblement la même histoire, mais d'un point de vue documentaire, etc. Là, c'est vraiment une fiction. Il y a des personnages qui ont été complètement retravaillés, etc. Et c'est raconté du point de vue de l'enquêteur qui traque les voyous. Donc voilà, c'est l'histoire de voyous de Belleville qui s'associe à un trader pour détourner la TVA de la taxe carbone qui est lancée sur un marché du carbone. C'est très compliqué. Effectivement, est très technique. Voilà. Dit comme ça, c'est hyper austère. En fait, c'est hyper fun. Ça ressemble au Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Ça ressemble à The Big Short d'Adam McKay quand on aime les thrillers financiers. On est vraiment dans cet esprit-là, un espèce de truc hyper pop. Et surtout, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien incarné. Ceux qui aiment bien Ramsey vont être très étonnés. Oui, il y a un casting qui parfois peut surprendre, parce que c'est certes Vincent Ladon qui est un peu en tête d'affiche, qui joue l'enquêteur. Il joue l'enquêteur, mais effectivement, il y a Ramsey qui joue, Ramsey Bedia, qui joue l'un des rôles presque, j'allais dire, chouchou de cette histoire, parce que, alors, il ne porte pas le nom du vrai personnage, mais cet escroc c'est l'arnaqueur, un peu fantasque, on va dire. Exactement, et alors lui, Ramsey, on le connaissait en tant que comédien, un peu comique, etc., et il se réinvente en tant qu'acteur depuis quelques années. Il avait fait Balle perdue sur Netflix où il avait un rôle secondaire mais était déjà assez épatant. Et là, il a le rôle principal et il est incroyable dedans. Vincent Lindon est vraiment formidable. C'est vraiment un acteur vraiment incroyable. Mais Ramsey, vraiment, il explose dans le truc. Il a une espèce de sensibilité, un second degré, etc. permanent. Il apporte quelque chose au rôle qui est vraiment épatant.
Alors, Florent, tu m'as dit que c'était pas forcément ton genre de série. Est-ce que Charles t'a donné envie là Alors, ça me fait un peu plus envie là de voir certaines images. Nick Snyder avec le manteau à fourrure comme ça un peu dans les bureaux, pourquoi pas. Non, c'est assez intéressant parce que c'est vrai, moi ce qui me manquait, j'aimais bien les années Canal avec Maison Close, Les Revenants. Il y a vraiment une proposition un peu de genre où ils prenaient des risques. Et là, j'avais l'impression que les dernières productions se ressemblaient beaucoup, ou en tout cas visaient un même public et ne voulaient pas trop le dépayser. Est-ce que tu penses que ça se rapproche des séries, par exemple Bureau des légendes et tout ça, ou est-ce que c'est vraiment assez différent? Alors, en termes de qualité de production, on est vraiment là-dedans. Ouais. Après, en termes de style et de narration, c'est vraiment très différent. Ok. C'est vraiment, je ne veux pas dire que ça n'a rien à voir avec le Bureau des légendes, mais on est dans ce genre de qualité. On est vraiment sur une série du même niveau que le Bureau des légendes, si on veut faire des comparaisons. En tout cas, on reste dans cette logique de Canal+, d'attirer un auteur, un Exactement. vrai réalisateur, écrivain de cinéma, quelqu'un qui maîtrise les Bien codes, sûr. etc., de l'histoire. Parce que tu sais, vraiment de raconter une histoire avant de raconter une série. Gianelli disait qu'il voulait écrire cette histoire que s'il existait des films de 12 heures au cinéma, il en aurait fait un film de 12 heures. Bon, il dit Que pas grand monde il y serait a allé voir. peu de gens qui vont voir des films de 12 heures au cinéma, peut-être malheureusement. Mais donc du coup, il en a fait une série. Après, la grosse frustration d'Argent et de Sang, c'est que c'est une série à l'ancienne, avec un épisode par semaine le lundi soir. On parlait d'HBO, c'est un peu la même chose. Et donc là, il y a que 6 épisodes sur la première partie. Ouais. Donc il faut attendre chaque lundi d'avoir un épisode, etc. Et après, il faudra attendre 2024 pour avoir la deuxième partie. Il y a 12 épisodes en tout qui ont été conçus. Ils nous font mariner, quoi. Oui, d'autant qu'effectivement, tout ça, si jamais vous êtes trop impatient, il y a le docu sur Netflix, il y a le livre de Fabrice Arfi. On peut se spoiler, quoi. Exactement, on peut se spoiler. Le spoiler, ça finit pas très très bien pour ceux qui ont tenté la. Je vais passer à ta série. Florian, on va changer complètement de registre. Rien à voir. Pas de thriller ici. Non. Tu voulais nous parler de Everything Now, c'est ça? C'est sur Netflix. Exactement, c'est sorti début octobre. Alors, pour info, moi, c'est la première série de Netflix depuis un moment que j'ai réussi à binge-watcher. Okay. Bon, c'est peut-être parce que j'ai eu le Covid et que j'étais malade pendant mes vacances. Ça a peut-être aidé, voilà. C'est une incitation, c'est en général. Donc, c'est une série qui a été créée par une jeune scénariste britannique qui s'appelle Ripley Parker, qui, fun fact, est la fille de Thandie Newton, donc qui joue Maeve dans Westworld. Voilà, okay. J'ai appris ça. Très bonne actrice. Qui n'a que 22 ans. Et donc déjà, sur le papier, déjà ça m'intéresse, je trouve, les séries qui sont écrites par des aussi jeunes auteurs. Il y avait eu Generations, sur Max, justement, dont on a parlé un peu plus tôt. Ça avait été cette idée-là aussi. Qui est assez louable de la part de Netflix de confier un projet de série à quelqu'un d'aussi jeune. C'est assez audacieux. Et la série, je trouve qu'elle est... pas par tous les aspects, mais sur certains aspects, elle est audacieuse. L'histoire, c'est donc celle de Mia, qui est une ado de 16 ans, qui réside à Londres et qui sort d'un séjour à l'hôpital parce qu'elle a des problèmes d'anorexie. Okay. Donc déjà, c'est une série qui parle de troubles alimentaires. C'est assez rare, parce que j'ai l'impression que dans les séries en général, c'est souvent une intrigue, surtout dans les séries pour ados, et qui est contenue sur un arc narratif, sur quelques épisodes, et après, hop, on passe à autre chose. Ici, c'est vraiment le propos principal de la série. Et donc, elle sort de l'hôpital et elle se sent en décalage avec ses amis qui, eux, ont continué à avancer pendant qu'elle était internée. Et elle décide de faire une to-do list pour faire tout maintenant, donc d'où le titre de la série Everything Now, et essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Donc ça implique forcément faire l'amour, sa première cuite, essayer les drogues, tout ça. Bon, là, on est sur un peu du skins, on va dire. Mais moi, le parallèle qui est évident, je trouve, c'est avec Euphoria. Ouais. Déjà dans l'esthétique. La grande série sur les années ados. Bon, là, on voit les images derrière toi. On voit la touche Euphoria très clairement dans les plans, dans la DA, la lumière. Ce qui me déplaît pas, ce qui n'est pas forcément très original, mais ça me déplaît pas. Mais ce qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est que pour moi, c'est une série qui se situe, j'ai envie de dire, post-Sex Education. En fait, on voit l'influence de la série parce que Sex Education était très pédago. Là pour montrer un petit peu, surtout au niveau des identités queer, de la diversité, en gros, comment ça pouvait se passer, un modèle inclusif. Et là, on est vraiment après ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'explication, on n'a pas besoin d'expliquer, c'est fait. La plupart des personnages ont une sexualité ou une identité qui est assez fluide. Et on n'est pas donc, dans quelque chose qui est didactique, et on est vraiment dans un récit de normalisation, de banalisation. Et c'est cet aspect-là, moi, qui m'a beaucoup plu, malgré le côté, on va dire, un peu teen drama, qui est peut-être, par moments, assez prévisible. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des codes un peu obligatoires dans ce genre de série. C'est assez codifié. Des Skins, qui a été un peu le moteur, dans les années 2000, de ce genre de drama un peu osé, on va dire, pousser un peu les limites de l'adolescence. Euphoria est un peu la dernière émanation de ce genre de série, avec ses là, c'est l'héritière, inconvénients, mais...
C'est la petite héritière, voilà, qui je pense fera peut-être pas forcément énormément de vagues, mais qui a le mérite, je trouve, de proposer en tout cas une vision de l'adolescence qui est très ancrée dans aujourd'hui et d'amener vers cette normalisation en fait, en tout cas des identités, qui je trouve fait du bien en fait et qui ne le fait pas en plus de manière qui n'est pas dans quelque chose de on n'est pas dans la surdramatisation Ouais, en fait. ce que j'allais dire, parce qu'effectivement, on a cité Skins, Euphoria, etc., des séries qui poussaient très très C'est loin ça. aussi, d'une part le drama, d'autre part Alors il y a du drama, les je vais pas expériences, on va mentir, il dire, faut quand même s'accrocher par moment, il y a quand même en des termes choses. de sexualité, de drogue, etc. On sait que Euphoria Ouais. aussi était beaucoup critiqué pour C'est ça. sa glamourisation Mhm. de certaines pratiques. Est-ce que là, on est aussi dans cette même logique ou au contraire, on est sur quelque chose de plus peut-être réaliste? Je pense qu'on est un peu plus réaliste, même si c'est vrai que la direction artistique de la série fait que c'est joli à voir. Je pense que c'est un petit peu moins problématique pour ceux qui ont trouvé Euphoria problématique. Très bien. Et ben, Everything Now, c'est ça. C'est ça. C'est sur Netflix. 8 Exactement. épisodes à regarder. C'est la fin de cette émission. Merci pour ces 2 recos à tous les deux. Merci Clément. Ça Merci. me donne de quoi regarder ce soir, cette nuit. De toute façon, j'ai pas le temps de tout regarder, mais on va trouver le temps. Merci Charles, merci Florian d'avoir été là. On va s'empresser d'aller regarder tout ça. Épisode suivant, nous on revient la semaine prochaine avec des nouveaux invités. D'ici là, vous pouvez rattraper l'émission en replay sur le site de Tech & Co et en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.